la députée sortante. J'ai été élue pour la première fois en juin 2017 sous la bannière majorité présidentielle avec le président Emmanuel Macron. Je me représente devant les Français pour un second mandat. La circonscription comporte 49 pays du Ghana à l'ouest jusqu'au Sultanat d'Oman à l'est et de l'Afrique du Sud au sud, au Liban au nord et bien sûr l'océan Indien. Donc, dans ces 49 pays, vous avez 140 000 Français enregistrés, donc sous protection consulaire, et 100 000 électeurs. Je vais bien répondre aux questions, sauf si vous voulez que je fasse un petit... Très bien. Très bien. Alors, durant ces 5 années de mandat, donc moi c'était la première fois que je faisais de la politique. Je n'ai jamais eu de mandat électif et je n'ai jamais adhéré à un parti politique avant. Et je n'ai même pas, enfin vraiment j'étais très très loin de la politique. Pourquoi? Parce que je considérais que les élus ne me ressemblaient pas. Je trouvais qu'ils ne me représentaient pas et qu'ils ne me ressemblaient pas. Et c'est vrai que toute ma vie, en fait, comme je suis enfant d'immigrés, mes parents sont venus du Maroc en France pour le travail, à chaque fois les gens me mettaient à gauche parce que je suis enfant d'immigrés. Et ensuite on me mettait à droite parce que j'étais chef d'entreprise. Du coup, je ne comprenais pas ce clivage, alors qu'on peut être chef d'entreprise, être pour le travail, l'entrepreneuriat, l'investissement, mais aider aussi les plus faibles et les plus vulnérables. Et je trouvais qu'on pouvait être les deux, et je ne comprenais pas pourquoi on voulait me mettre soit là, soit là. Et du coup, voilà, j'ai été absolument séduite par la campagne du président Macron et de son projet. Et j'ai trouvé intéressant qu'on ait des gens de la société civile comme moi. J'ai créé 3 associations en Afrique et en France. Et j'ai créé 2 sociétés, une sur le financement de l'innovation, de la recherche et dépôt de brevets, et ma seconde entreprise, une société de cybersécurité. Et je suis, quand j'ai été repérée il y a 5 ans, c'était aussi parce que j'étais très active pour la défense des petites entreprises. J'intervenais souvent pour défendre les TPE, PME en disant qu'il y a vraiment trop d'administratifs et que c'est très compliqué quand on entreprend en France. Et aussi mon engagement avec la réserve citoyenne. Donc j'ai été promue au grade de commandant de réserve à la réserve cyberdéfense. Et en fait, je me suis décidée d'aller dans la réserve citoyenne après les attentats Charlie de 2015 en me disant, c'est vrai que souvent on se plaint et on demande plein de choses au gouvernement et à l'État, mais qu'est-ce que nous, on peut rendre, comment on peut rendre à la France qu'elle nous a donné et comment nous, on peut faire quelque chose pour notre pays. Et c'est là que j'ai décidé de m'engager dans la réserve citoyenne. Sur ce premier mandat, j'ai intégré on peut choisir, en fait on a 8 commissions permanentes et on choisit une commission. J'ai choisi la commission des affaires étrangères parce que je me suis dit que c'était là où je serais le plus utile pour les Français de mes 49 pays. Et utile parce que je sais que le président Macron et à l'Assemblée, on parle beaucoup de diplomatie parlementaire et je trouve ça très intéressant qu'on puisse avoir les présidents qui communiquent entre eux, les ambassadeurs entre eux, les ministres entre eux et après les parlementaires entre eux. Et c'est vrai qu'à travers les groupes d'amitié parlementaires, on peut faire avancer certains dossiers pour l'amitié des 2 pays et le rapprochement et la collaboration entre les pays. Donc, nous avons 160 groupes d'amitié parlementaire à l'Assemblée nationale et dans ces groupes, on peut vraiment travailler sur énormément de sujets. Je travaille sur des sujets d'échange pour les compétences, pour avoir des visas plus facilement dans les 2 sens, pour les VIE, les stagiaires, les universitaires, les scientifiques. J'ai travaillé avec aussi des députés d'autres pays pour faciliter la transformation du permis de conduire. Il y a plein de sujets comme ça qu'on peut aborder d'abord avec les députés du pays et ensuite ça remonte auprès des différents ministères. Je me suis moi beaucoup engagée sur l'école. Je sais que dans tous les pays où je vais systématiquement visiter les écoles, parler aux enfants, essayer de comprendre s'ils savent ce que c'est que le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement, parce que j'ai été traumatisée il y a 3 ans quand j'ai vu un enfant de 10 ans en France se suicider à cause du harcèlement scolaire. Du coup, je me suis beaucoup engagée. À chaque fois que je vais dans les écoles, je parle avec les enfants. Et j'ai voulu aussi rapprocher nos jeunes des lycées français de la France. Beaucoup ne connaissent pas la France, en créant un concours du député junior. Et ceux qui gagnent viennent passer une semaine avec moi à l'Assemblée nationale. Et ils sont vraiment dans le quotidien de ce que fait le député, dans l'hémicycle, en commission et à travers tous les rendez-vous que je faisais. Pour nos compatriotes, dans quelques pays, pas tous, j'ai beaucoup de retours sur les difficultés d'accès à l'administration. C'est vrai que depuis le Covid,
j'ai un nombre de plaintes qui a vraiment augmenté pour l'accès au consulat, pour les papiers, enfin les passeports, les visas quand on a besoin de visas. Certains se plaignent de l'accueil, certains se plaignent qu'on ait beaucoup moins de personnel. C'est vrai que c'est des sujets qui reviennent beaucoup. Heureusement pas de tous les pays, mais qui reviennent très souvent. Et en fait, là-dessus, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu une grande étude avec des milliers de Français qui ont répondu dans le monde entier. Et on s'est rendu compte que près de 80% des appels qu'on a au consulat concernent les mêmes sujets. Du coup, c'est des choses qui peuvent être traitées en centrale. Et en fait, on a créé une plateforme qui va faire en sorte qu'on décharge les consulats. C'est vrai que souvent les gens me disent qu'ils ne répondent pas. Ils répondent, mais comme le nombre d'appels augmente énormément, ceux qui n'ont pas de réponse, c'est ceux qui se plaignent le plus souvent. C'est vrai que quand on a des réponses et quand on est satisfait, en général, on ne le crie pas sur tous les toits. C'est surtout les mécontents qui se plaignent, et je le comprends. Du coup, pour ça, on a créé une plateforme qu'on a commencé à déployer en Europe. Et l'idée, c'est que 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on peut téléphoner, et c'est un numéro en 01. Et du coup, cette plateforme a accès à 80% des réponses que les gens posent quand ils appellent le consulat. Et on espère et on pense que ça va décharger les consulats parce qu'on veut que de nouveau l'accueil, vraiment que l'accueil soit la priorité des consulats et que le rapport humain, la relation humaine revienne et du coup que la confiance dans nos administrations revienne. Et ça, je pense que c'est très très important parce que chaque jour j'ai des mails, chaque jour j'ai des plaintes, chaque jour j'ai des appels pour l'accès au consulat. On a un sujet en ce moment sur les passeports avec les dates de prise de rendez-vous. Dans certains pays, on a 2 mois de délai, dans d'autres, on a 1 mois et demi. Certains vont en France pour refaire leur passeport, mais en France aussi. On a dans les préfectures, les mairies, des fois 1 à 2 mois d'attente. On a eu un gros stock pendant Covid, les gens n'ont pas pu faire leur passeport. Et en fait, voilà, on a une grosse demande actuelle et qui n'est pas satisfaite. En tout cas, les réponses ne sont pas satisfaisantes. Moi, ce que je vais demander, c'est qu'on ait du renfort. Dans les consulats, on a le plus de délais. Ce que je voudrais, c'est demander du renfort, donc des missions de renfort. C'est 2-3 personnes qui viennent de Paris pour assister en local pour les demandes, notamment les demandes de visa. Après, sur beaucoup de sujets très, pratico-pratiques, comme les passeports, la retraite, la simplification administrative, l'accès aux banques. Voilà, j'ai travaillé sur énormément de sujets. Maintenant, si vous avez des questions, je veux bien répondre. Sur les 5 ans à venir, j'ai envie de continuer à être proche des gens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 5 ans, j'ai fait 87 déplacements. Donc ça fait une moyenne de 2 pays par mois, parce que j'ai fait le pari d'être une députée proche des gens. Parce que c'est que quand je suis proche des gens, qu'au bout d'un moment, voilà, les gens se sentent un peu plus à l'aise et discutent et disent les choses. Et c'est à force d'écouter les gens que j'arrive à avoir des idées à proposer à Paris. Et quand je propose du coup les idées à Paris, moi ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de signer des amendements, de proposer des lois qui vont porter mon nom. Je me fiche qu'elles portent mon nom ou pas, je me fiche, je dis au ministre, j'ai pas d'ego. Mais du coup, si c'est important pour les Français de ma circonscription, moi je pousse que les ministres les portent et que les ministres déposent, et c'est plus facile pour le voter. Et du coup, je suis contente parce qu'après, on a des résultats bien plus rapidement que si c'est moi qui mets mon nom sur une loi et qui dit youpi, j'ai une loi à mon nom. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait du résultat pour vous, enfin pour les Français vivant à l'étranger. Souvent, on parle des binationaux. En fait, qui c'est 2 passeports, 3 passeports ou 10 passeports, c'est pas mon problème. Dès lors que vous avez un passeport français, ils sont français et ils doivent être traités comme tels partout. Et quand je dis partout, c'est partout. Parce que c'est vrai que dans certaines administrations, j'ai des retours de Français qui disent qu'on traite moins bien les binationaux que ceux qui ont qu'un passeport. Et dans d'autres pays, c'est l'inverse. Du coup, moi, vraiment, je veux rappeler que dès lors qu'on a le passeport français, on est français. On doit être accueilli correctement. Et même si on n'est pas français et qu'on demande un visa, on doit être traité de manière digne. Et c'est là que c'est important d'alléger, en fait, les appels et les demandes au consulat avec cette plateforme, pour qu'on puisse en fait accueillir les gens dignement. Après, j'ai tellement de choses. Qu'est-ce qui est intéressant à vous raconter peut-être? Ce qui intéresse les gens, ceux qui ont des résidences en France et qui trouvent injuste de payer encore une taxe d'habitation plein pot, parce que dès 2023, 100% des Français ne paieront plus de taxe d'habitation sur leur résidence principale. Donc il faut bien rappeler que c'est que la résidence principale qui est concernée, pas les résidences secondaires. On a réussi à obtenir du président de la République un nouveau statut, un statut hybride, qu'on appelle la résidence de repli. C'est vrai que c'est demandé depuis plus de 30 ans par les Français étrangers. Personne ne voulait en entendre parler. Le président Macron a accepté.
Donc cette résidence de repli, c'est un statut qu'on crée, hybride, et l'idée c'est que les Français qui résident à l'étranger, s'ils ont un ou plusieurs biens en France, qu'ils en choisissent un, auquel ils donnent le statut, et dessus on va y ajouter les avantages fiscaux. Donc ça serait une partie de la taxe d'habitation, ce ne sera pas 100%. Je ne veux pas faire des fausses promesses, des promesses en l'air, ce n'est pas mon genre. Donc ce sera une partie de la taxe d'habitation et une partie aussi des aides qu'on apporte aux Français sur les travaux pour l'isolation. Donc quand on dit qu'on pousse pour l'environnement et qu'on veut chaque année aider les Français à isoler et à faire des travaux pour l'environnement pour 700 000 appartements par an, on va y ajouter des avantages fiscaux, comme ma prime rénov'. Et l'idée, c'est que dès lors que vous avez un bien qui est votre résidence de repli, qu'on puisse aussi y mettre des avantages fiscaux pour la rénovation énergétique des biens. Je dois oublier un millier de sujets, mais ce qui est important, c'est est-ce que je peux répondre peut-être à des questions avant de continuer Quelles sont les compétences de Maurice dans Alors Maurice est très important pour moi. Maurice est la cinquième ex-aequo avec le Gabon. Sur le nombre de Français résidant dans cette circonscription, 49 pays, souvent on me dit que c'est énorme. En fait, sur ces 49 pays, le premier pays avec le plus de Français en nombre, c'est les Émirats Arabes Unis, donc Dubaï, Abu Dhabi, 27 000 Français. Après, vous avez le Liban, 22 000 Français. Madagascar, 17 000. Et après, c'est Maurice. Du coup, Maurice est important pour moi. Je contacte régulièrement nos agents ici, l'ambassade, et je suis en lien aussi régulier avec vos élus. Vous avez des élus locaux, et surtout vous avez aussi une association de bienfaisance, la SEB, représentée ici par Marcel, avec qui on travaille régulièrement, et pour nous, Maurice est un pays très important. En plus d'être l'étoile et la clé de la mer des Indes, c'est un très beau pays qui a une place particulière, en tout cas pour moi, parce qu'il fait partie du top 5. C'est combien de Français, s'il vous plaît? Comment? Ah, Maurice, c'est combien de Français? 10 000. 10 000. Et juste après, vous avez le Gabon, après, vous avez l'Afrique du Sud, et après, ça descend. Et sur 49, voilà, c'est pas rien, c'est important, et c'est les pays dans lesquels on s'engage. Et ce qui est très, très, très agréable, c'est que sur le premier concours député junior que j'ai fait, ceux qui ont gagné, c'est 2 filles donc, du lycée français à Maurice. Je suis très fière de venir ici, leur remettre leur prix, et je les ai accueillis en France une semaine. Par rapport aux doléances, vous avez les mêmes doléances à Maurice qu'ailleurs? Accès au consulat et passeport. C'est pour ça qu'on pousse cette plateforme. Aujourd'hui, elle est active pour les pays d'Europe et 2023, 100% des pays du monde pourront avoir accès à cette plateforme. Et on compte beaucoup dessus, mais pas que, on compte aussi sur la dématérialisation. Pour ceux qui sont à l'aise avec Internet ou les smartphones, on va dématérialiser de plus en plus, justement pour vous éviter à faire des kilomètres pour aller au consulat ou à l'ambassade. Et après, ce qui est intéressant, c'est je pense aussi à ceux qui n'ont pas accès à Internet. On a des personnes pas à l'aise avec Internet ou qui n'ont pas d'abonnement Internet. Et pour cela, j'ai lancé un pilote au Liban. Et ce que je voudrais, c'est le dupliquer dans tous les pays. C'est le référent Internet. Et du coup, l'idée d'avoir 1, 2, 3 bénévoles ici, référent Internet, un peu sur le profil des chefs d'îlot. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'un îlotier. Donc un chef d'îlot, il est là pour la sécurité des Français. Donc on a, selon les pays, un chef d'îlot pour 200, 300, 400 ou 500 Français. Et quand il y a un problème, quoi que ce soit, il diffuse l'information pour assurer. Ou vraiment, s'il y a une guerre ou quelque chose de très grave, il vous informe sur le point de rencontre et sur l'évacuation. En fait, à l'image des chefs d'îlot, je veux que ces référents Internet soient référencés au consulat et que pour les gens qui sont loin d'Internet et qui ne peuvent pas faire toutes les actions en ligne, qu'ils puissent rencontrer ou aller voir ce référent Internet, qui puisse les aider à faire tout ce qu'il faut faire sur Internet pour la carte consulaire, le passeport, ou tout ce qu'on peut faire sur Internet. La retraite. Quand vous dites sur votre document, là, oui. Pour une fiscalité plus juste, c'est-à-dire qu'on sait que Maurice, avec la France, on a des conventions, des accords, des taxes. Qu'est-ce que vous dites pas? Alors, il y a 2 choses. Il n'y en a pas partout des conventions de non-double imposition. Donc, ce que je veux pousser, justement avec l'amitié parlementaire avec les parlementaires d'autres pays, pousser plus de conventions bilatérales. Mais aussi pousser pour qu'on supprime la CSG. En fait, la cotisation qu'on a sur les revenus
locatif en France, qu'on a retiré pour les Français d'Europe, mais qu'on a laissé pour les Français hors Europe. Je la trouve injuste, on est nombreux à la trouver injuste, et je voudrais pousser pour la supprimer. Elle a été, c'est une cotisation sociale en fait, qui a été mise en place pour la solidarité nationale, qui a été mise en place par François Hollande, et je la trouve injuste. Et en fait, elle a été transformée de cotisation à impôt, pour dire non, c'est pas de la solidarité nationale, c'est un impôt désormais. Et en fait, c'est tellement injuste que je voudrais vraiment qu'on le retire, et on va pousser pour le retirer. Et aussi communiquer un peu plus sur le taux moyen quand vous déclarez vos impôts, enfin quand vous payez des impôts en France, parce que vous avez un revenu en France, parce qu'on ne paye pas d'impôts si on n'a pas de revenu en France. Mais dès lors qu'on a un revenu en France, on paye un impôt en France, et quand on déclare, on a un taux qui s'appelle le taux moyen qui n'est pas connu. Et souvent, le taux moyen est bien plus intéressant pour payer moins d'impôts que ce que les Français font habituellement. Et du coup, pousser pour qu'on connaisse un peu plus ce taux moyen et accompagner ceux qui ne peuvent pas ou qui ont du mal à remplir leur formulaire. Et pour les entrepreneurs français qui sont à Maurice, ils vont continuer à contribuer au CSG, ou vous allez complètement supprimer? Alors, la CSG, là, c'est sur les revenus de biens immobiliers, revenus locatifs en France. Vous avez une CSG CRDS. Et c'est ce que je veux enlever. Maintenant, dès lors qu'on est basé en France et qu'on a des salariés en France et qu'on cotise en France, vous l'aurez toujours. Là, c'est vraiment une cotisation de solidarité nationale. Tous les entrepreneurs qui viennent à Maurice pour établir leur... S'ils établissent leur entreprise à Maurice, ils ne l'ont pas. Ok. C'est vraiment ceux qui sont établis en France qui la payent. Si vous êtes établi à l'étranger, vous ne la payez pas. Vous la payez sur les revenus de source française en France. Et là, la CSG, ce que je trouve injuste, c'est sur les revenus locatifs. Souvent, on a des gens qui achètent un bien pour leur retraite. Ils se disent, quand je vais peut-être rentrer en France pour la retraite, ou je vais rentrer pour me soigner, ou je vais rentrer voir mes enfants, mes petits-enfants. Et c'est vrai que, on se dit qu'on prend l'appartement, on le loue pour avoir un complément de retraite aussi quand on a une petite retraite. Se dire qu'on a 37% d'impôt sur les revenus en plus de ce qu'il faut déjà payer, c'est lourd. Et certains, du coup, vendent leurs appartements. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est dommage parce que dès lors qu'on n'a plus de biens du tout immobiliers en France, les enfants et les petits-enfants se détachent totalement. Alors, si vous gardez un bien immobilier, voilà, les enfants et petits-enfants, la famille va aller régulièrement en France et peut-être que les enfants vont dire, je vais peut-être y aller pour faire mes études après le bac. Mais quand il n'y a plus aucun bien immobilier, c'est vrai qu'on a moins d'attaches. Et puis, les enfants et petits-enfants, et après, les gens, on les a totalement perdus et ils ne se sentent plus du tout français. Enfin, en tout cas, là, je parle des nationaux. Et je comprends. Et là qu'on n'a plus aucune attache, si on n'a pas de famille, pas d'immobilier, on préférera aller ailleurs, en vacances, et pas ni à Mayotte, ni à La Réunion, ni nulle part ailleurs qui soit français. Si on a zéro attache, moi, je préfère qu'on les aide à garder un bien. Et puis même pour nous, je pense que c'est mieux. Vous parlez aussi de soutien aux victimes de violences conjugales. Comment ça va dans la campagne un peu? Alors en fait, sur les violences conjugales, c'est vrai que c'est un thème qui me touche particulièrement. En France, quand la ministre Marlène Schiappa a lancé le Grenelle des violences conjugales, on pense tout le temps qu'à la métropole. Et en fait, elle a créé des binômes pour toutes les régions de France pour ce Grenelle des violences conjugales. Donc aller à la rencontre des Français, les consulter et voir comment on peut être plus efficace sur la lutte contre les violences domestiques. Parce qu'il faut savoir qu'on a un chiffre juste dramatique en France. On a encore tous les 2 à 3 jours une femme qui meurt sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Mais je trouve ça très grave. Comment on peut aujourd'hui, en 2022, en France, mourir encore tous les 2 jours. Je trouve ça quand même, ça me révolte. Et quand je suis partie la voir, je lui ai dit, mais Madame la Ministre, voilà, on a 3 500 000 Français à l'étranger. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Donc l'INSEE, c'est un peu sérieux comme institut. Même s'ils sont que 1 600 000 enregistrés dans les consulats, l'INSEE les estime à 3,4 millions à 3,6 millions. Et le président Macron a reconnu ces chiffres-là. Donc c'est-à-dire qu'on a 2 millions de Français dans la nature, on ne sait pas où ils sont. Et dans ces 3 500 000 Français, on a évidemment des violences domestiques. Et le Covid n'a pas aidé. On a eu une explosion des violences au sein des foyers. Moi, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas ne pas les traiter. On ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas. Et ce que je dis, c'est que les violences, c'est comme le fameux nuage
les violences ne s'arrêtent pas aux frontières. Si dans les familles on a de la violence, si les gens partent en expatriation ou ils sont nés à l'étranger, ils ont décidé d'y rester, ben, c'est pas parce qu'on a quitté la France que la violence s'arrête. Et quand j'ai fait, du coup, elle m'a dit ok, très bien Amélia, c'est vrai que c'est un angle mort, on n'y a jamais pensé. Donc très bien, donc j'ai fait un binôme avec une de mes collègues qui a accepté tout de suite. Et là, j'ai commencé à beaucoup communiquer. J'ai envoyé des mails à travers donc, la liste des mails que j'ai au monde entier, donc aux Français du monde entier, et voilà, poser beaucoup de questions. Et on a eu énormément de témoignages et qui m'ont juste glacé le sang. Parce qu'en fait, on a des femmes qui pensaient qu'elles étaient seules au monde et qui m'ont écrit pour me dire, bah écoutez, je suis loin de ma famille, loin de mes amis, j'ai pas mes repères. Et souvent c'est le même schéma. Le schéma est vraiment tout le temps le même. Quand ils sont en France, le couple a tous les deux plus ou moins le même salaire, le même statut. 9 fois sur 10, on propose à l'homme le contrat d'expatriation. Et du coup, 1 fois sur 10 seulement la femme et l'homme suit. Et à chaque fois, donc, arrivé à l'étranger, l'homme va gagner 2, 3, 4 fois plus. Et la femme ne travaille pas. Dans certains pays, elle n'a pas le droit de travailler. Dans certains pays, il faut un visa de travail et elle a un visa conjoint, comme en Afrique du Sud, elle n'a pas le droit. Et dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Dans d'autres pays, elle peut, mais c'est compliqué, etc., etc. Et du coup, elle est totalement dépendante financièrement. Dans certains pays, les jeunes filles tournent autour de la personne se sent pousser des ailes. La femme, le soir, elle veut parler parce que toute la journée, elle est soit toute seule, soit avec les enfants. Donc à un moment donné, elle veut parler avec son mari. Lui, il est fatigué, elle a travaillé toute la journée. Et dans certains couples, heureusement pas tous, mais voilà, dans certains couples, les violences commencent, les violences verbales et la violence physique arrive vite. Quand on dit violence aussi psychologique ou financière, il ne vous donne pas d'argent ou il vous coupe l'accès au compte bancaire et il donne à sa conjointe des miettes comme si c'était comme on donne à une aide en fait. Et les violences arrivent et ces femmes-là se disent comme je suis loin, pour mes enfants je vais me taire. Et puis au bout d'un moment ça devient normal. Et puis on dit rien parce que dans la communauté tout se sait très vite et en fait la honte s'installe. Et moi ce que je veux c'est que la honte change de camp. C'est pas la personne qui est battue qui doit avoir honte. Au contraire, c'est à la personne violente qui doit avoir honte. Et en fait, ce que les femmes aussi ne savent pas, femmes ou hommes, hein, parce que dans 14% des cas, c'est des hommes qui sont battus. Et il y en a qui rigolent, mais c'est pas drôle. C'est dramatique comme situation. Et ce que les gens victimes ne savent pas, c'est que quand on est à l'étranger, ce qui arrive souvent en Afrique, les conjoints violents confisquent le passeport, ils le cachent. Du coup, la personne victime pense qu'elle est perdue et qu'elle peut rien faire. Alors que non. Au consulat, on peut vous faire un passeport, déjà un passeport d'urgence en 24 heures, ça se fait, mais en plus, on peut avoir un laissez-passer consulaire. Dès lors qu'il n'y a pas d'escale dans un autre pays, s'il y a un vol direct du pays à la France, le consulat peut vous délivrer un laissez-passer consulaire. Juste cette information-là, pour moi, c'est important que les personnes aient accès. Et en fait, ce que j'ai fait aussi, c'est que sur les 49 pays de la circonscription, j'ai fouillé les sites internet parce qu'on a mis un numéro de téléphone en place d'écoute. France Victime, qui avant était, donc pour la France c'est le 3919, pour l'Europe c'est le 116 006, et c'est vrai que pour les Français en Europe, on ne peut pas faire un 3919, ça ne marche pas, ou un numéro court, ça ne marche pas. Du coup on a un 01 qui fonctionne et qui marche bien, et pour la première écoute. Et du coup ce que je fais c'est que je pousse ce numéro-là parce qu'au moins les personnes victimes peuvent appeler, en face elles ont quelqu'un de formé, un psychologue ou vraiment des experts formés à la première écoute, qui peuvent rassurer, donner tous les conseils nécessaires et surtout informer sur le fait que si vous avez besoin de fuir pour votre vie, le consulat peut vous faire un laissez-passer consulaire, le passeport, on s'en fiche. Et c'est des informations qui me paraissent très importantes et il faut qu'elles circulent. Et elles ne circulent pas assez. Et du coup, ce que je demandais aussi au ministère des Affaires étrangères, c'est que ce numéro en 01, j'ai passé du temps à regarder dans les 49 pays tous les sites des ambassades et des consulats. Et d'un pays à l'autre, on passe de 2 clics pour trouver le numéro à 12 clics pour trouver le numéro. Et il y a une règle en informatique, c'est 3 clics pour avoir une information. Au-dessus de 3 clics, les gens abandonnent. D'accord. Du coup, voilà, c'est des choses très pratiques qui peuvent être techniques, qui ne vont pas forcément intéresser les masses médias, mais français par français, ça peut sauver des vies. Et on a beaucoup travaillé aussi avec les associations de bienfaisance. On a la chance d'avoir dans tous les pays du monde 126 associations de bienfaisance.
Et ces associations de bienfaisance sont aussi des lieux d'écoute ou de conseil. Et ce que j'ai fait quand on a eu le Covid, c'est vrai qu'on a commencé au début du mandat à beaucoup se battre sur la fiscalité et on voulait aider vraiment à la fiscalité. Après réflexion, même si c'est important et qu'il faut continuer, la santé et la solidarité, en fait, me paraissaient être le sujet numéro 1. Et c'est vrai que pendant le Covid, quand on a fait tous les questionnaires, on s'est rendu compte que la santé et la solidarité était le premier sujet qui intéressait les Français. Du coup, je me suis demandé comment je peux aider mieux. Et bien, j'ai pensé à créer en mars 2020 la Fédération des bienfaisances. Parce que vous avez plusieurs associations à l'étranger. Vous avez l'Union des Français étrangers, donc l'UFE, vous avez l'ADFE qui est devenu Français du Monde, vous avez les accueils, donc gérés par la FIAF, vous avez Dubaï Accueil, Tananarive Accueil, Marrakech Accueil, vraiment pour les sorties et le social. Mais vous avez aussi des associations qu'on appelle soit bienfaisance, soit entraide, donc les entraides des Français d'Égypte, l'entraide des Français du Koweït, ou associations de bienfaisance, qui sont des Français qui aident les Français les plus démunis. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a effectivement beaucoup de Français démunis, et c'est de la faute à pas de chance. Un accident de vie, de rencontre, une maladie, vraiment, il y a mille et une raisons en fait de sombrer et sombrer vite. Et grâce à des bénévoles, et on a énormément de chance, parce qu'on en a beaucoup, d'aider les Français les plus démunis. Et moi, ce que je voudrais aussi, c'est qu'avec cette fédération que j'ai créée, c'est vrai que je me suis dit que tout soit fédéré, sauf les bienfaisances, alors que, voilà, elles peuvent sauver des vies en soignant, en donnant des colis alimentaires ou des chèques, enfin un peu d'argent à certaines familles, elles peuvent sauver des vies. Et je me dis, comment c'était possible de ne pas les fédérer? Et du coup, je les ai fédérés et je suis quand même très contente parce que les Français de ces différentes associations, du coup, discutent entre eux aujourd'hui. Voilà, la bienfaisance ici à Maurice, elle communique avec celle d'Afrique du Sud, avec celle de Los Angeles et avec celle, je sais pas, d'Italie. Et ce que je veux absolument, c'est qu'elles puissent commencer par échanger les bonnes pratiques. Donc, comment certaines font pour aider ou pour lever plus de fonds, ou pour remplir les demandes de subventions au consulat, elles peuvent s'entraider, et ça a été le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est aussi que la fédération puisse embaucher une ressource qui puisse les accompagner comme un conseiller technique. Et le troisième objectif, c'est d'aller voir tous les grands groupes qui ont leur siège social à Paris pour leur demander, en fait, de donner, donc lever des fonds auprès des grands groupes à Paris, qui eux ont des obligations, en fait, avec tout ce qu'on a voté sur les lois RSE, ont des obligations. Et comme la fédération est basée à Paris, donc les entreprises peuvent donner et déduire de leurs impôts, alors que nos associations de bienfaisance dans le monde doivent être des associations locales. Du coup, ça c'est une manière de plus de les accompagner dès lors qu'on pourra réussir à lever des fonds à Paris. Et je suis contente parce qu'en 5 ans, on a aidé à créer 6 nouvelles associations de bienfaisance dans les pays où il n'y en avait pas. Donc, je suis contente. Est-ce que à l'île Maurice, est-ce qu'on a eu des cas des Français qui sont dans des situations de difficulté, des situations, vous savez le nombre de cas qu'on a? On en a beaucoup, et le mieux placé pour vous en parler, c'est Marcel, Okay. Qui est président de la bienfaisance à Maurice. Et on a la chance de l'avoir parce qu'il passe un temps incroyable, il ne calcule pas son temps, il est bénévole et il donne tout pour les Français en difficulté à l'île Maurice. Ce sont des Français en difficulté financière ou? Financière essentiellement. Financière, sociale, tout ce qui a été effectivement énuméré, on fait partie. C'est-à-dire qu'ils peuvent à un moment avoir besoin. Pendant le Covid, par exemple, on a aidé avec des colis, on a aidé avec des bons alimentaires, etc. Donc il y a aussi des problèmes sociaux. Il y a des femmes seules avec des enfants qui ont été abandonnés par leur mari. Franchement, il y a toute la panoplie des malheurs que tout à chacun peut avoir. Okay. On a la chance d'avoir des Français bénévoles dans 126 pays qui s'engagent et qui aident. Vous avez organisé plusieurs réunions, Maurice, sur votre CDP? Oui, je suis arrivée hier. Moi, j'avais avant-hier soir tard. J'en ai fait hier autour des sujets de l'entrepreneuriat. Et on a la chance, vous avez ici une French Tech hyper dynamique et hyper active. Et c'est formidable. Et ils seront représentés à la French Tech, à Vivatech, le salon de la tech internationale du 15 au 19 juin. Et je crois que vous avez 9 ou 10 entreprises mauriciennes qui seront présentes. Et Maurice rayonne avec vos entreprises de la tech ici. C'est un très très bon. Bravo.
Et autre chose, si et aussi à Maurice, on veut plus des étrangers qui viennent à Maurice pour investir à l'île Maurice. Est-ce que vous avez un plan d'action pour les personnes comme les Français qui veulent partir en retraite? Et comme on voit, il y a beaucoup de personnes qui veulent venir à l'île Maurice pour investir, pour venir à la retraite à Maurice. Est-ce que vous avez un plan d'action pour que ces personnes viennent à Maurice pour plus investir dans notre économie? Ça va être difficile qu'une députée française travaille pour un autre pays, pour vider la France de ses retraités. Non, pour au ça va moins m'être reproché. les Si je fais ça, je pense qu'on va me le reprocher sévèrement. Et après, on va me dire, mais Amélia, pourquoi Maurice, pourquoi pas Afrique du Sud et pourquoi pas Dubaï? Ça, je ne peux pas concrètement le faire. Ce que je peux faire, c'est organiser des conférences avec les députés mauriciens et faire en sorte que les Français de France découvrent Maurice. Ça oui, mais c'est vrai que c'est difficile pour un député français de dire aux retraités français, coucou, allez dépenser votre argent à Maurice, vous serez bien traités, bien accueillis. C'est hyper. Il vaut mieux leur dire, allez à Marseille, à Nice, dépensez votre argent. Vous vous rendez compte ce qu'on me dirait? Mais ce qui est intéressant, c'est de dire, en fait, de faire découvrir le pays. Et à travers aussi nos Français de Maurice, en fait. Exact. On peut le faire découvrir Maurice en disant, on a une French Tech avec des entrepreneurs soit franco-mauriciens, soit français, soit même mauriciens qui sont adhérents en French Tech, et en fait qui font rayonner la marque France, et ça c'est une fierté, et du coup je peux parler de Maurice à travers la manière dont on rayonne ici, grâce surtout aux binationaux, et avec les députés mauriciens, ils sont les bienvenus à l'Assemblée nationale à Paris, on pourrait organiser une rencontre autour de Maurice, et ça oui. Mais je ne peux pas faire de la publicité pour Maurice pour dire coucou, allez tous à Maurice. Je pense que j'aurais des problèmes à Paris. Le fait d'être le candidat de Ensemble, c'est un avantage pour vous, vu que le président est M. Macron? Oui, je pense que c'est indéniable. Je pense qu'on n'aura pas la même vague d'il y a 5 ans, à savoir vraiment autant de personnes qui étaient intéressées par la nouveauté. Donc il y a beaucoup moins cette vague nouveauté, curiosité, d'avoir envie. Mais oui, je pense que Macron a fait beaucoup. C'est méconnu. Je trouve que vraiment son mandat et ses actions sont méconnues. Il a fait énormément. Et c'est vrai que ce qui peut surprendre, c'est que souvent, quand un président fait une campagne et qu'il a un programme, souvent il n'applique pas son programme. Et c'est vrai que d'aussi loin que je me souvienne, quand on avait un président de gauche, il faisait une politique de droite. Un politique de droite une politique de gauche, et en fait, on n'y comprenait plus rien. Et là où je suis fière, c'est que Macron, c'est ce en même temps. On l'a critiqué pour ça en même temps, mais moi, je le trouve plutôt intéressant, ça en même temps. Heureusement que beaucoup l'ont apprécié, sinon il n'a pas été réélu. Je pense que ça reste un atout quand on voit comment il a été élu à l'étranger. Il a fait, sur la 10e circonscription, il a fait 45% au premier tour. On dit souvent qu'au premier tour on choisit, au deuxième tour on annule, on repousse, on fait barrage. Et du coup, pour le coup, premier tour 45%, c'est vraiment intéressant. Et le deuxième tour, il a fait 80%, donc c'est une fierté mais sans nom. Donc je me dis, voilà, nos Français à l'étranger reconnaissent le travail, même si on a eu une fronde de tous les autres candidats en face qui communiquent beaucoup et qui communiquent mieux que nous en fait. Je pense juste qu'on ne communique pas assez, il n'est pas assez bien peut-être. Et c'est à nous de réfléchir à comment on fait pour que l'information arrive aux gens, pour qu'ils puissent savoir réellement ce qui se passe. Et je pense que les Français sont relativement assez politisés. Ils s'intéressent à la politique et depuis l'inversion du calendrier, depuis que les législatives arrivent après les présidentielles, en général on donne une majorité au président. Parce que si 45%, presque un Français sur deux, a choisi au premier tour, alors qu'il y avait 11 candidats, Emmanuel Macron, on a envie qu'il applique son programme. Et pour qu'il applique son programme, il faut qu'il ait majorité à l'Assemblée, sinon on ne pourra pas appliquer le programme. Et du coup, les Français sont relativement conscients et politisés, et en principe, on donne une majorité au président. Après, ça ne marche pas à tous les coups, parce que si ça marchait à tous les coups, en 2017, on aurait eu plus de 500 députés. Ce qui n'est pas le cas. On a eu 314 députés de la majorité, ce qui est une majorité écrasante. Je pense qu'elle ne sera pas aussi écrasante, mais je pense qu'on aura une majorité. Donc, vous nous dites qu'il se pourrait que vous ayez moins de députés d'ici là. C'est ce que les statistiques disent. Après, les statistiques, on en fait ce qu'on veut. Et les chiffres, on en fait vraiment ce qu'on veut. Surtout quand on voit les statistiques avant la présidentielle.
Je répète ce que j'ai vu dans les statistiques, qu'a priori, on aurait moins de députés. Moi, j'espère qu'on en aura autant. Mais c'est vrai que l'union de la gauche peut rassembler la gauche, qui s'est perdue avec ses 1,9% au présidentiel. À voir comment ils vont réussir à travailler, à rassembler les gens. Mais je pense, et en tout cas c'est ce que je vois des statistiques, qu'on aura une majorité moins flagrante. Mais j'espère qu'on aura une majorité quand même. Après, si les Français s'informent plus en profondeur et qu'on communique peut-être nous un peu plus, ne serait-ce que notre petit bilan, je pense que ça devrait plaire, parce que autant à gauche qu'à droite, ça peut surprendre, mais quand je vous disais tout à l'heure qu'en général les présidents font des politiques inverses de leur programme, les gens ont peut-être été choqués que le président Macron a appliqué son programme. On a voté à l'Assemblée près de 70% du programme présidentiel de la campagne de 2017. On n'a pas pu tout faire, parce qu'on a eu quand même 1 an de gilets jaunes et 2 ans de Covid. Et du coup, sur le Covid, on a dû légiférer une dizaine de fois. Et c'est là que c'est ridicule d'entendre l'opposition dire que le président, Jupiter, etc., qui s'assoit sur le Parlement, sur la démocratie, jamais aucun président n'a interrogé l'Assemblée nationale autant de fois sur un seul sujet. Donc on a voté, et légiféré, et discuté et débattu plus de 10 textes à l'Assemblée nationale. Donc on peut vraiment, il aurait pu passer en 49.3 comme a fait Hollande à l'époque et comme... Non, on débat tout le temps. Et ce qui est intéressant à dire, c'est que, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres officiels de l'Assemblée nationale. On est la majorité qui a le plus voté ou accepté des amendements ou des lois de l'opposition. Parce que je pense qu'on est pragmatique et dès lors que c'est bon pour les Français, on le fait. Du coup, il n'y a pas de raison. J'ai un exemple, le dernier, la loi portée par la députée extrême gauche, mélenchoniste, sur l'endémétriose. Le président a trouvé ça important. On a 2 millions de femmes en France qui souffrent d'endémétriose. On n'en parle pas, c'est un peu tabou, etc. Oui, bon, c'est rien, c'est la douleur des règles. Non, c'est grave, ça peut provoquer des cancers d'utérus, ça peut rendre stérile, c'est grave. Donc le président a dit, ok, même si ça vient d'une mélenchoniste, même si ça vient de Clémentine Autain, on va le porter, et il l'a porté. Et ça, je trouve ça intelligent, ça, je trouve ça vraiment bien. Et je pense que peut-être qu'on ne le diffuse pas assez. Quand on est arrivé, il a voulu qu'on dédouble les classes, c'était dans son programme, les classes dans les REP et REP+, vraiment les zones, les quartiers défavorisés. Et bien les enfants, pour lesquels on a voté en juillet 2017, qui sont rentrés en 2017, 12 ou 14 ou 15 par classe, ces enfants-là, dans ces quartiers défavorisés qui en décembre, même à la fin de l'année, même en CE1, CE2, ne savaient pas bien lire, dès décembre, ils savaient tous lire et écrire parfaitement. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est leurs parents qui avaient les enfants avant, ou les enseignants, qui nous disent c'est juste incroyable. Et ces enfants-là, dans 15 ans, dans 10 ans, quand ils iront à l'université, et qui va en profiter? Ce sera le président dans 10 ans. Le président dans 10 ans dira, grâce à moi, les enfants des quartiers vont à l'université, font des études supérieures. Mais non, c'est grâce à Macron et à la majorité de 2017 qui s'intéressent, en fait, aux jeunes des quartiers défavorisés, parce que l'égalité des chances est un des sujets qu'il a porté. Et c'est injuste de tout le temps, la gauche et extrême gauche, de parler du président des riches, quand on a investi là, quand on a investi des milliards sur la rénovation urbaine dans les quartiers, quand on investit pour la gratuité des appareils auditifs ou des appareils dentaires, quand on veut augmenter le minimum, l'AH, l'aide à l'adulte handicapé, et on fait beaucoup. Je me dis, je ne peux pas tout citer parce qu'il y en a trop, et en fait je me dis bien que c'est peut-être ça notre problème. Peut-être en fait qu'il y a tellement de petites lignes qu'on a du mal à toutes les citer. Et après, ceux qui se disent de droite, ils n'ont pas voté avec nous. En fait, quand vous vous dites que les députés de la gauche et de l'extrême gauche n'ont pas voté pour le dédoublement des classes, n'ont pas voté pour l'augmentation de l'aide à l'adultes handicapés, et le seul argument c'était c'est pas assez. Oui, mais vote ça déjà et après on fera plus. Et ceux qui sont de droite et d'extrême droite, qui sont là à nous bassiner matin, midi, soir sur la sécurité, ils n'ont pas signé quand on a augmenté le budget de la police, les forces de l'ordre, on a augmenté de 30% le budget pour rénover les commissariats, les voitures de la police, et surtout embaucher 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Ni la gauche, ni l'extrême, ni la droite, ni l'extrême droite n'a voté. Ils ont voté contre. Comment on peut être contre 10 000 policiers et gendarmes en plus en France, quand eux-mêmes se plaignent tout le temps de la sécurité?
Et cette politique politicienne, c'est pas la nôtre en fait. Et moi, nous, notre majorité, on est pour la politique pour les gens et redorer un peu l'image politique. C'est pour ça que quand je vais aussi dans les écoles, dans les petites classes, je demande aux enfants qui s'investissent pour les animaux, la protection des animaux, l'environnement. Je leur dis, c'est un engagement que vous avez, vous vous engagez, c'est de la politique. Tout engagement, c'est de la politique et j'espère redorer un peu l'image en leur disant, c'est pas un gros mot la politique. Moi, je suis hyper fière des résultats que j'ai obtenus. J'en ai pas assez, j'aimerais en avoir beaucoup plus. Et j'aimerais faire beaucoup plus et j'espère pouvoir en faire beaucoup plus sur le deuxième mandat. Mais de dire aux tout petits, CM1, CM2, 6e, vous savez, si vous êtes engagé pour l'environnement, pour les animaux, c'est un engagement, c'est de la politique. Et c'est pas un gros mot. Donc voilà. Une dernière question, il y a un nouveau joueur, c'est Éric Zemmour. Ouais. On sait qu'il a fait campagne à Maurice, alors y aura-t-il un effet Zemmour sur cette période que vous dites du député-là? Vous êtes en train de calculer là-dessus? Je saurais pas vous répondre là-dessus parce que j'ai pas ma lampe de cristal. J'espère pas. J'espère que le vote Zemmour a été un vote de contestation parce que certains voulaient qu'on aille plus loin dans certains sujets. Je pense que le message a été entendu par le président, surtout sur l'environnement et l'écologie. Le message est passé et sur la sécurité. Il faut que les gens sachent qu'on fait pour la sécurité. Et après, ce qui est triste avec un Zemmour, c'est que il est cultivé. Il s'exprime très bien et c'est un débatteur. Et c'est un débatteur à qui la télé a donné une tribune depuis 10, 15 ans ou 20 ans. Et quand vous donnez une tribune à quelqu'un pendant autant de temps, forcément il est connu. Forcément on le connaît et on aime bien aller vers les gens qu'on connaît. Et il plaît, il a plu à beaucoup. J'ose espérer que c'est beaucoup du vote contestataire et pas un vote d'adhésion à ses idées, parce qu'on ne peut pas dire ce qu'il dit et ne pas être contredit. Et moi, vraiment, ce qui me choque auprès de certains médias, et heureusement pas tous, on a encore des journalistes intègres, mais comment on peut l'inviter sur un plateau, sans réel contradicteur, et le laisser dire que, depuis que Macron est là, on a 2 500 000 immigrés de plus. C'est un non-sens, parce qu'il part sur des chiffres a priori pas faux, mais comme il ne donne qu'une partie de l'information, on ne cherche pas l'autre partie de l'information. La vérité, c'est qu'on a 500 000 personnes qui rentrent en France chaque année, de manière légale. Plus de 250 000 sont des Français étrangers qui rentrent. Donc il en reste 200 ou 250 000. Et dans ces 200 ou 250 000, on a les Erasmus, les VI qui rentrent, on a des travailleurs qui viennent et qui partent, on a des regroupements familiaux, on a tout en fait. Et ils ne comptent pas ceux qui partent. On a chaque année 200 000 ou 300 000 qui partent. Et comme il ne donne qu'une partie de l'information, il fait peur à certains. Et quand on regarde que ceux qui ont voté le plus pour lui dans certaines régions de France, c'est des régions où vous n'avez pas un seul immigré. Et c'est un discours qui prend parce qu'on joue sur la peur des gens et qu'on rajoute quelques dates historiques et des chiffres et les gens pensent qu'il a raison sur tout. Alors qu'il a faux sur beaucoup de choses. Et des historiens l'ont démontré. Il y a un livre qui est très intéressant de plusieurs historiens qui ont démonté tous ces arguments, qui devraient circuler un peu plus d'ailleurs. Et surtout, en fait, on a besoin. Est-ce que vous savez qu'en France, on fait appel aux retraités pour travailler dans les restaurants parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre. On a besoin absolument de main-d'œuvre étrangère parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre. Genre, quand j'ai vu des réponses d'annonces de personnes de 69 ans ou 74 ans à des postes de cuisinier ou serveur, mince. Et du coup, pour la croissance et pour l'économie française, on a absolument besoin que des étrangers viennent travailler en France. Et c'est un discours qu'on n'entend pas et qui ne plaît pas. Malheureusement. On voit en vous quelqu'un de très énergétique, quelqu'un de très passionné. Mais d'où vient cette ambition pour la deuxième mandat qui arrive? Parce que je vous vois très énergétique dans ce que vous êtes en train de dire. Je suis passionnée. En fait, je suis vraiment une passionnée. Tout ce que je fais, je le fais, mais avec... Je sais pas comment dire ça. Ça vient des tripes. Et j'aime les gens. Et c'est vrai que je me souviens quand j'avais mes sociétés, je me faisais engueuler par mes associés parce qu'ils me disaient que je passais 50% de mon temps à faire du bénévolat. Parce que j'aime les gens et je ne sais pas comment l'expliquer en fait. J'aime les gens. Et j'aime bien et j'aime bien défendre mes idées. J'aime bien la confrontation, j'aime bien défendre mes idées. Et puis après, il paraît que c'est très féminin, je ne sais pas, ou peut-être parce que je suis issue de l'immigration, on veut faire toujours plus. Et c'est vrai qu'on entend des jeunes des fois parler de on appelle ça le syndrome de l'imposteur. Et je pense qu'il y a peut-être un peu de ça. Mon équipe à chaque fois me dit non mais Amélia arrête, il m'appelle Madame Plus. À chaque fois je veux faire plus, je veux rajouter plus de choses. Comme par exemple là,
il y a 5 ans, j'ai fait 13 pays pour la campagne, en 2 tournées. Et là, j'ai choisi d'en faire 17 ou 19. Et mon équipe m'a dit, mais pourquoi? Mais c'est trop, mais ça sert à rien, mais les gens te connaissent, etc. Et en fait, non, je veux toujours faire plus, je sais pas. Est-ce que c'est pour me prouver quelque chose à moi ou aux autres? Vous êtes très investi. Ouais. Est-ce que la participation sera un élément important? Oui, et en fait, si j'ai vraiment un message hyper important et qui me tient à cœur, c'est de dire, c'est 2 millions de Français qui ne sont pas enregistrés. Donc c'est 1,6 million au lieu des 3,5 millions. Vraiment, si on peut pousser l'information, mais en grand, gras, fluorescent, enregistrez-vous. Enregistrez-vous pourquoi? 2 choses. D'une part, pour votre sécurité. Parce que où qu'on soit dans le monde, quand un Français a un problème, enfin kidnappé ou quoi que ce soit, on va le chercher. Et nos militaires meurent pour aller chercher les Français étrangers. Et les pays étrangers nous demandent aussi à nos militaires de les aider quand on a des sujets. Je pense à 2006, l'évacuation des Français de Beyrouth, ou 91 en Côte d'Ivoire. Sur tous les pays européens, on demande à la France un coup de main parce qu'on a la chance d'avoir une armée exceptionnelle. Vraiment, je rends souvent hommage à notre armée. Donc, un Français dans le monde entier, kidnappé, la France va le chercher. Une guerre, un conflit quelque part, la France répond présente. Et deuxième chose, on a un budget du ministère des Affaires étrangères qui diminue, malheureusement. On a réussi à le sanctuariser depuis qu'on est arrivé. Mais ce que je dis aux gens, et après avoir demandé au ministre des Affaires étrangères si je pouvais le dire, c'est que si, au lieu d'être 1,6 million, mais 3 millions enregistrés, on aurait 2 fois plus d'agents dans les consulats, et on aurait 2 fois plus de budget pour le ministère. Et vraiment, si je pousse pour dire, s'il vous plaît, même si vous êtes éloigné de la France, même si vous n'avez pas besoin de la France, parce qu'on a plein de Français qui font beaucoup d'allers-retours et qui font, quand ils ont besoin de faire le passeport, etc., ils le font en France, donc ils n'ont pas besoin ni de l'ambassade du consulat, qui n'ont pas d'enfants scolarisés au lycée français, ou qui n'ont pas besoin de bourse pour le lycée français, donc ils sont loin du consulat et de l'ambassade. Mais je leur dis, s'il vous plaît, enregistrez-vous quand même pour les chiffres, pour avoir un nombre de Français suffisant pour demander plus de budget et plus d'agents. Et je donne souvent l'exemple avec les Outre-mer. On avait un ministre, un très bon ministre d'ailleurs, Le Cornu, ministre des Outre-mer. Outre-mer, c'est 1,9 million d'habitants. France à l'étranger, 1,6 million enregistrés, certes, mais si l'INSEE dit 3,6 millions, c'est quand même beaucoup plus que les Outre-mer. Et si les 3,6 millions étaient enregistrés, on aurait certainement un ministre de plein droit, du coup, qui pourrait faire plus pour eux. Après, j'entends aussi certains Français de France ou certains Français étrangers qui sont partis dire on n'a pas besoin d'être materné, si on est parti, c'est qu'on est, on entreprend, on n'a pas besoin. Oui, mais quand même, parce que quand je parle des Français étrangers, on parle aussi du rayonnement. Ce sont nos ambassadeurs qui font le soft power. Et pour la France, c'est intéressant d'avoir 3 millions de personnes qui font rayonner la France dans le monde entier. Donc, voilà. Et seulement 20% ont voté il y a 5 ans. Et j'espère que grâce au vote en ligne, qui a ouvert le 27 jusqu'au 1er, j'espère que le vote en ligne fera que les gens vont s'investir et vont voter pour montrer qu'ils sont là, qu'il faut compter avec eux. Et s'ils sont nombreux à voter, ça sera bien plus facile pour nous, députés des Français étrangers à l'Assemblée, de peser et faire prendre des bonnes décisions pour nous.